Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous m'entendez bien distinctement? Très bien, Oui, très bien. distinctement. Très bien. Alors, ouais, n'oubliez pas de couper vos micros une fois que vous êtes intervenus. Contrairement à la dernière fois, si vous voulez intervenir, me couper et poser une question en plein milieu de la conférence, n'hésitez pas. Ça sera peut-être plus interactif que la liste de questions à la fin. Donc, soit vous les écrivez dans la conversation, soit vous allumez votre micro et vous posez une question. Voilà. Et je peux les lire au fur et à mesure, je les vois, donc n'hésitez pas. Alors, on est tous un peu sous le choc des annonces de Macron, mais au moins ça donne encore une autre raison pour écouter les conférences proposées par Artora. Pour ceux qui n'avaient pas suivi les conférences, la première conférence, je m'appelle Constance Remy et je suis à la fin de mon parcours. J'étudie, l'histoire de l'art à l'école du Louvre et je suis aussi étudiante à l'ESSEC. Depuis, le début de mes études, je me suis spécialisée en art contemporain et je suis très heureuse ce soir de vous parler de Cindy Sherman. Il faut juste que j'épingle la vidéo, pardon. Hop, normalement, c'est bon. Voilà, c'est pour l'enregistrement. Donc, je vais vous parler de Cindy Sherman. C'est le deuxième volet de nos conférences. Vous le savez, Cindy Sherman est exposée en ce moment à la Fondation Vuitton. Et c'est pour cette raison que nous allons aborder ensemble plein de problématiques autour de son œuvre. On a parlé du féminisme dans l'art contemporain. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut faire peur, mais qui est fondamental pour la compréhension de l'art de la seconde moitié du XXe siècle, c'est le postmodernisme. La semaine prochaine, on se focalisera sur les artistes qui vont utiliser leur corps comme outil, comme médium. C'est le cas de Cindy Sherman. Le 28 octobre, on parlera de Cindy Sherman autour des concepts d'anonymat, de narration et de mythologie personnelle. Et on verra ses différences avec ses courants et ses pratiques artistiques contemporaines. Et le 4 novembre, eh bien, on parlera de la monstruosité dans l'art contemporain. Voilà pour le programme. Sinon, comme d'habitude, comme la dernière fois, je vais citer mes sources, celles sur lesquelles je me suis appuyée pour écrire cette conférence. Toujours le catalogue de la Fondation Vuitton, que je disais la semaine dernière est très bien fait. Le catalogue du MoMA, avec des textes extraordinaires de sa rétrospective en 2012. Le catalogue du jeu de paume, de la rétrospective de Cindy Sherman en 2006. Le livre Art et féminisme, que j'ai beaucoup utilisé la semaine dernière, mais que j'ai utilisé aussi cette semaine. Un livre d'Elena Rekit et de Peggy Phelan. L'art dans le monde de 1960 à nos jours de Philippe Dagen. Voilà, un livre essentiel pour avoir un aperçu de l'art contemporain depuis les années 60. Et le site Aware Women Artists, qui est un site assez extraordinaire qui réunit, et une association aussi, qui réunit bien, des fiches sur les artistes femmes de tout temps. Donc, je m'en suis aussi pas mal servie. Voilà pour tout ce que j'avais à vous dire pour commencer. Alors, on va attaquer, pardon, on va attaquer donc la conférence sur le postmodernisme. On va revenir un peu sur ce concept d'un point de vue philosophique et même, j'allais dire, historique. Le postmodernisme, c'est vrai que c'est un concept qui prend racine dans un contexte difficile. C'est vraiment l'histoire du XXe siècle qui va faire naître ce concept. Vous le savez, le XXe siècle est marqué par deux guerres mondiales absolument affreuses, le nazisme, le totalitarisme soviétique, la guerre froide, la course au nucléaire. Et donc, eh bien, un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, d'écrivains vont s'interroger sur cette conception extrêmement linéaire de la modernité. Cette idée que l'humanité va sempiternellement vers le progrès économique, le progrès social, le progrès en art aussi. Et en réalité, eh bien, le XXe siècle nous donne une véritable claque sur ce sujet. Manifestement, la cruauté humaine n'a pas disparu et nous ne sommes pas forcément dans une histoire linéaire qui irait vers le progrès. Ce concept de postmodernité, il a été notamment développé, vous le voyez ici, par Jean-François Lyotard, qui est un philosophe qui a écrit La condition moderne en 1979. Alors lui, il donne une explication qui va être très utilisée après par les critiques d'art, selon laquelle, eh bien, dans la deuxième partie du XXe siècle, nous avons fait disparaître les méta-récits. Alors qu'est-ce que sont les méta-récits? Les méta-récits, ce sont les grandes idéologies qui sont propagées par les religions, mais aussi par exemple, le communisme. Le communisme, c'est une forme de méta-récit. Et donc, ces méta-récits organisent une pensée qui permettent aux individus de se placer dans l'histoire, de se placer dans la société et donc d'y trouver une place. Il y a une forme d'organisation de la pensée et donc une organisation sociale dans laquelle chaque individu peut se placer et s'organiser et se concevoir vis-à-vis des autres. Sauf que
Après, finalement, la dernière utopie qui est celle du communisme, eh bien, les métarécits disparaissent définitivement. La religion prend de moins en moins d'importance, en tout cas la religion chrétienne. On pourrait voir, enfin, étudier aussi les autres religions et les autres philosophies. Mais en tout cas, la religion chrétienne perd de l'importance en Occident et les idéologies aussi. On va donc vers une forme d'individualisme qui fait que les individus ont du mal à se structurer les uns par rapport aux autres et on a moins de discours qui organise la société. La dislocation des métarécits nous ferait passer, selon Jean-François Lyotard, de la modernité à la postmodernité. Donc, disons, au moment de l'après-guerre, en tout cas dans cette deuxième partie du XXe siècle, on passerait à la postmodernité. Alors, le principe de postmodernité, il va aussi énormément influencer le monde de l'art. Il va être utilisé dans les années 70-80. C'est une analyse selon laquelle l'art moderne s'achèverait avec l'art abstrait des années 60. On reviendra dessus, mais le color field painting, tous ces artistes abstraits, géométriques, et l'expressionnisme abstrait aussi, par exemple, de Jackson Pollock, ça c'est de l'art moderne. Et on rentrerait dans l'art donc postmoderne dans les années 70-80. Cindy Sherman est en plein dedans, on va revenir dessus. Pour un certain nombre de penseurs aussi, le pop art constitue la première référence au postmodernisme. On le verra ensemble pourquoi. J'espère vous convaincre. Je pense que le pop art est le premier courant postmoderne en réalité. Je vais vous montrer une deuxième image plutôt. Vous voyez dans la première image, pardon, j'ai opposé Mondrian à Warhol. Mondrian, c'est de l'art moderne, on verra pourquoi. Et Warhol, de l'art postmoderne, on verra aussi. Une autre confrontation avec Giacometti et Kunz. On expliquera ensemble pourquoi, et je vais commencer par l'expliquer. En fait, le postmodernisme, j'ai une autre image, je crois, voilà. Le postmodernisme, il va s'opposer notamment à tous les grands principes qui fondaient l'œuvre d'art, c'est-à-dire notamment la notion d'originalité. Il y a cette idée que l'histoire de l'art, un peu comme l'histoire tout court, comme on l'a vu avec cette idée de progrès, eh bien, est une longue lignée d'artistes qui chacun font partie d'une même lignée, mais qui chacun vont créer une œuvre toujours plus moderne, toujours plus géniale. On passerait tout naturellement des impressionnistes à Cézanne, au cubisme, etc., à l'abstraction. Donc il y a une espèce de lignée, cette idée que les artistes se suivent et que quelque part, chacun provoque une nouvelle modernité. Ce principe d'originalité, il va être très remis en cause, notamment aussi ce contexte, cette idée de l'artiste de génie. Et on va le voir notamment par l'utilisation d'un médium que les artistes postmodernes vont particulièrement utiliser, qui va être la photographie. Évidemment, la photographie, c'est un médium qui permet de réaliser des œuvres à l'infini, en tous les cas différentes éditions. Donc, dans son concept même, dans sa pratique même, il n'y a pas d'œuvre originale, puisqu'elle est répétée. Donc il y a cette idée de répétition, de questionnement autour de l'œuvre originale, l'œuvre comme ça, géniale. Et il y a cette idée aussi, on reviendra dessus, mais que finalement, la réalité, on la perçoit mieux à travers les représentations de la réalité. Parce qu'on est tellement infusé d'images, donc ça, c'est une conception quand même dans les années 80, on a tellement l'habitude de voir des images que quelque part, notre appréhension de la réalité, elle se fait davantage par les images, par les publicités, par toutes les photos qui passent comme ça sur les réseaux sociaux ou dans les magazines, à la télévision, eh bien, on comprend mieux la réalité par la multiplication des images et toutes ces images auxquelles on est confronté. Craig Owens, qui est un des grands théoriciens de l'art postmoderne, présente l'art postmoderniste comme un art dont l'objectif n'est plus de proclamer son autonomie, son indépendance, son manque de dépendance, mais de relater sa propre contingence, son manque d'indépendance et son absence de transcendance. Donc vous le voyez, c'est vraiment contre toute l'idée qu'on a pu se faire de l'artiste génial qui crée une œuvre fondamentale, qui n'a jamais existé. Il y a aussi cette idée, chaque artiste finalement a eu l'impression de créer la dernière œuvre, de créer l'œuvre terminée, l'œuvre finale, la plus belle. Et c'est une chose qui va être aussi remise en cause par nos artistes, qui vous allez le voir par différentes pratiques, vont remettre en cause cette idée de passage toujours d'un artiste moderne à un autre artiste encore plus moderne. Rosalind Krauss, qui est une grande critique d'art, qui est notamment professeure à Columbia, qui était professeure à Columbia, écrit que le syllogisme que nous adoptâmes était d'origine historique, c'est-à-dire qu'il se lisait dans une seule direction. Il était progressiste. Aucun à rebours, aucune démarche arrière n'était possible.
Nous représentons l'histoire de l'art de Manet aux impressionnistes jusqu'à Cézanne et enfin Picasso comme une série de pièces en enfilade. Donc il y a vraiment cette idée, comme quand on va dans un musée généraliste et universaliste, comme le Louvre par exemple, bon, ça s'arrête au 19e siècle, mais on avance comme ça chronologiquement et on a une espèce de lecture très linéaire, passant de petits progrès en petits progrès pour arriver jusqu'à l'art moderne. Alors, ce qui est compliqué avec le postmodernisme, c'est que ça n'est pas un courant, ça n'est pas un mouvement, parce qu'il n'y a pas d'unité stylistique. Vous le voyez ici, je vous ai présenté quelques œuvres. Aucun rapport entre ces différentes œuvres ou même cette architecture. Donc c'est vrai que le postmodernisme, si on devait lui trouver un élément commun, c'est l'éclectisme. On va avoir des pratiques extrêmement différentes en architecture, en peinture, dans le body art, le land art, la performance et beaucoup la photographie, on le verra. Et si peut-être le postmodernisme n'est pas encore très clair, je peux peut-être donner l'exemple de l'architecture, en opposant deux grands architectes, Le Corbusier, dont on a, j'imagine, à peu près tous des images de ses constructions, c'est un architecte absolument moderne. Si vous voulez, ces architectures, elles sont rationnelles. Tout est pensé pour que l'ensemble soit fonctionnel. La place est agrandie le plus possible. On utilise du blanc, c'est une architecture géométrique, très peu de couleurs. Donc, c'est une architecture qui est fonctionnelle, qui est efficace. Il n'y a pas de fioriture, aucunement. L'architecture postmoderniste, c'est l'architecture, par exemple, de Frank Gehry, que vous connaissez peut-être pour la Fondation Vuitton notamment. Alors, la Fondation Vuitton, je crois que c'est l'exemple parfait d'une architecture postmoderne. Il y a tellement d'éléments architecturaux qui ne servent à rien. C'est vraiment cette idée. Chez Corbusier, vous avez cette idée que tout doit être pensé, rationnel et utilitaire. Chez Frank Gehry, eh bien, c'est le retour de la fioriture, c'est le retour du rococo, c'est le retour d'éléments qui n'ont pas d'intérêt pour la structure. Et quelque part, c'est ce qu'on va voir aussi chez nos artistes peintres ou nos artistes photographes ou sculpteurs, un retour à l'inutile et donc un goût, vous allez le voir, pour le kitsch, pour le mauvais goût parfois, qu'on va trouver chez beaucoup d'artistes. C'est vrai que Jeff Koons, on va en parler à plusieurs reprises, c'est un peu l'artiste postmoderne par excellence. Mais Cindy Sherman en fait évidemment partie. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué tous les contours du postmodernisme, qui nous donne une bonne base pour avancer. On va donc orchestrer un petit peu cette conférence autour de deux parties. La première, ce sera le rejet de l'original, qui est un point fondamental chez les artistes postmodernes. On va le voir à travers les œuvres de Cindy Sherman et à travers d'autres artistes importants. Et dans une deuxième partie, on va parler justement de la culture populaire et du kitsch. On va se vautrer dans le mauvais goût, vous allez le voir, c'est assez jouissif. Alors, le rejet de l'original, d'abord dans un premier temps. Donc, je le disais, les artistes postmodernes vont refuser cette idée géniale que l'on se fait des artistes qui créent des œuvres fondamentales, toujours nouvelles, parce qu'il y a un grand principe de créativité. Il faut créer la chose nouvelle, choquer, provoquer par une nouvelle pratique. Eh bien, les artistes postmodernes, eux, remettent en cause cette idée et vont aller très loin puisqu'ils vont imiter, ils vont copier d'autres artistes avec un art de répétition, notamment grâce à la photographie qui est, je vous l'avais dit, un médium qu'on va retrouver beaucoup chez nos artistes. Sherry Levine, qui est une artiste appropriationniste, dont on va parler tout à l'heure, explique en ce sens: je pense qu'il existe une longue tradition moderniste de la fin de l'art, commençant avec Dada et les suprématistes, et que de nombreux artistes ont pensé faire le dernier tableau qui avait été jamais créé. C'est un no man's land dans lequel bon nombre d'entre nous aiment évoluer. Et il convient surtout de ne pas perdre notre temps, notre sens de l'humour, pardon, car il ne s'agit après tout que de l'art. Et c'est vrai que chez les artistes postmodernes, et on le voit évidemment avec Cindy Sherman, il y a une forme d'humour et de remise en cause un petit peu du sérieux de l'art. Donc on va le voir ensemble. Alors, commençons donc avec Cindy Sherman. Cindy Sherman, vous le savez, elle a réalisé, enfin vous le savez en tout cas pour ceux qui ont suivi la conférence de la semaine dernière, a réalisé cette série qui s'appelle Untitled Film Stills. Pour ceux qui n'avaient pas écouté la conférence de la semaine dernière, que je vous recommande évidemment, les films Stills, c'est une série fondamentale dans la carrière de Cindy Sherman, c'est celle qui l'a fait connaître. En réalité, un film Stills, sa traduction en français, c'est une photo de plateau. Donc un film Stills, c'est une image qui va être produite au moment du tournage du film et qui sert le plus souvent à la promotion.
On en vend un peu partout. Ce sont sur ces photos qu'on fait signer des autographes, par exemple. Donc, ce sont des photos qui doivent représenter un peu l'idée du film, qui vont être utilisées, diffusées dans la presse. Et ce sont des photos un peu de pacotille. Ce ne sont pas des photos de grands photographes. On ne connaît pas le nom des photographes de plateau. Mais ce sont des photos, des espèces d'arrêts sur image des films qui vont beaucoup intéresser Cindy Sherman parce qu'elle va réaliser une galerie de portraits incroyables de personnages féminins du cinéma, disons, de la première moitié du XXe siècle. Puisque c'est un cinéma, vous le voyez, en noir et blanc. Elle va réaliser vraiment les stéréotypes de ces personnages féminins, la femme en fuite, vous le voyez, la femme amoureuse, la femme au foyer, la bombe sexuelle. On retrouve comme ça des personnages qui nous disent quelque chose. Ça, c'est un point intéressant. On a l'impression de voir des films qu'on a déjà vus. En tout cas, ce sont des images qui font partie de notre musée imaginaire, ou plutôt de notre cinéma imaginaire, et on a l'impression de découvrir des personnages que l'on a côtoyés, que l'on a déjà vus au cinéma. Et pourtant, et ça c'est la volonté de Cindy Sherman de toujours rajouter un peu des paliers d'ambiguïté et d'incompréhension, eh bien ce ne sont des films qui n'existent pas. Cindy Sherman ne s'est inspirée d'aucun film en particulier pour réaliser ses photographies, desquelles elle est photographe, metteur en scène, elle est aussi le modèle, à chaque fois elle se maquille énormément pour chacune de ses œuvres. Donc on a l'impression de reconnaître Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, et pourtant, eh bien, il n'y a pas donc elle n'a pas pensé à un film en particulier, il n'y a pas, vous voyez, de créateur. Pourtant, vous le voyez tout de même, Cindy Sherman s'attaque un petit peu au principe, c'est vrai, d'originalité et d'artiste de génie en réutilisant ces images. Donc, elle ne s'approprie pas directement le travail d'un d'un réalisateur, mais tout de même, elle utilise un matériau préexistant. Nous avons donc toutes ces banques d'images dans l'esprit qui sont ici réutilisées. Et ça, c'est une idée qui est très importante chez les postmodernistes et c'est toute l'idée de cette première réflexion. Et je voulais vous lire un texte. Dans son ouvrage en 1993, l'historienne de l'art dont on a déjà parlé, Rosalind Krauss, elle va établir un lien entre l'œuvre de Sherman et la théorie des simulacres de Jean Baudrillard, qui est un texte important aussi pour le postmodernisme. Elle écrit « Le principe des œuvres de Sherman est que ce sont des simulacres de leur contenu, des copies sans original. » C'est cette expression qu'il faut retenir, des copies sans original. C'est vraiment, je crois que ça résume entièrement l'œuvre de Cindy Sherman. On a toujours l'impression d'être face à quelque chose qui nous dit quelque chose. On a l'impression de reconnaître un personnage, de reconnaître une star, de reconnaître en tout cas une situation. Et pourtant, ce sont des copies qui n'ont pas d'origine. Donc, ils nous disent quelque chose, mais ils n'ont pas de paternité. Alors, cette série de copies sans l'original, elle s'applique notamment à une série qu'on n'a pas abordée la semaine dernière, donc qui est un peu la nouvelle série dont on parle cette semaine. Chaque semaine, j'essaierai d'introduire une série dont on n'a pas encore parlé, qui va devenir évidemment de plus en plus difficile, mais j'essaie de garder les effets. En tout cas, cette série de copies sans original, elle est extrêmement flagrante pour cette série de Cindy Sherman qui s'appelle les History Portraits, donc les portraits historiques. Alors, ces portraits, elle les réalise lors d'un séjour à Rome. Elles seront à Rome pendant plusieurs mois et elle va réaliser toute une série de photographies qui, vous le remarquez, je peux passer les images, a pour but de copier les grands maîtres. Alors, on a du mal à reconnaître, mais quand même, les écoles italiennes, les écoles françaises, les écoles hollandaises. Donc, on a différentes écoles, mais vous le voyez, ce sont des personnages complètement caricaturaux, risibles, artificiels. Elle utilise des vêtements qu'elle a récupérés dans les puces, donc elle leur donne une toute nouvelle vie puisqu'ils sont maintenant des magnifiques parures de personnages nobles, de madones, d'aristocrates. Et donc, tour à tour, elle se grime en madone, elle peut se grimer aussi en bourgeois du 19e siècle. Donc, on a comme ça une multitude de portraits qui, de nouveau, nous disent quelque chose, surtout quand on a étudié l'histoire de l'art. Et encore, il suffit de se promener dans les musées pour retrouver ces typologies de portraits qui nous disent tous quelque chose. Alors, vous le voyez, le côté caricatural est évident parce qu'elle utilise des prothèses. On peut le voir ici de nouveau dans le nez, des tenues qui, de loin, ont l'air bien faites, mais qui sont en fait des espèces d'éléments un peu cousus de manière hasardeuse. Donc, on a toute une mise en scène derrière aussi qui est pensée. Elle utilise des tentures, des vieux rideaux pour créer une ambiance. Donc, c'est vraiment des œuvres très impressionnantes dans leur composition. C'est une époque où elle n'utilise pas encore le numérique. Donc, tout le décor est entièrement pensé à elle. C'est de la photographie argentique. On est dans les années, vous voyez, la fin des années 80. Le numérique chez Cindy Sherman fera son apparition un peu plus tard. Ce que je voulais vous dire, je voulais m'arrêter sur cette photo. Ce qui est toujours très intéressant avec Sherman, c'est que parfois, on peut être pris
dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on se dit: «Ah tiens, même un peu de loin, il pourrait s'agir d'un vrai portrait, d'une véritable femme ou bien même d'un tableau d'histoire». Et puis, il y a toujours des petits éléments qui nous ramènent à la réalité et qui nous font comprendre qu'il s'agit d'un véritable simulacre et que rien n'est vrai. Tout est faux dans les photos de Cindy Sherman. Alors peut-être ne le voyez-vous pas, mais ici, cette femme, je pense que vous voyez ma souris. Cette femme, elle a un cadre donc en miroir. Ça, c'est aussi assez amusant. Elle a pensé à mettre un miroir derrière elle, qui est en fait un motif des artistes très souvent. C'est un moyen pour eux de montrer qu'ils sont d'une grande acuité pour représenter la vérité. Et ils jouent donc avec le miroir. Donc on voit cette femme de face et on voit aussi le jeu avec sa main. Donc on voit qu'elle a quand même très bien regardé la pratique des artistes. Là, on est dans un portrait, j'imagine, un peu du 19e siècle, d'une femme du monde du 19e siècle. Et vous voyez ici, donc coincé dans le cadre, un petit papier, vous ne le voyez pas, j'imagine, mais qui en fait est quadrillé. Donc c'est un papier tout à fait moderne qu'on ne retrouverait certainement pas au 19e siècle. Donc tout d'un coup, par un petit élément, si l'ensemble pouvait quand même nous faire croire à une ancienneté, à quelque chose de réel, de sincère, eh bien tout retombe par des petits détails comme ça euh, qui font tomber finalement le simulacre. Elle écrit: «Quand j'ai fait ces photos, je vivais à Rome, mais je ne suis jamais allée dans les églises et les musées. J'ai travaillé à partir de livres avec des reproductions. C'est un principe de la photographie que j'apprécie. L'idée que des images peuvent être reproduites et vues n'importe quand, n'importe où, par n'importe qui». Donc bon, ça c'est une problématique très postmoderne, cette idée que la photographie est un moyen de diffuser l'image énormément et que donc de la diffuser aux plus nombreux, ça c'est une question. Mais ce qui m'intéressait, c'est qu'elle n'est pas allée dans les musées. Et ça montre bien que Cindy Sherman réalise ses œuvres à partir de sa mémoire. Certes, elle possède des livres d'histoire de l'art, mais on est bien dans cette idée même pour elle, d'un musée imaginaire que l'on a tous. C'est des images qu'on a croisées, même si on n'est pas habitué au musée. Ce sont des images qu'on a croisées dans nos livres d'école, dans un certain nombre de situations. Donc, il y a une espèce comme ça de... Elle-même joue avec sa culture populaire, avec la culture qu'elle a emmagasinée. Je voulais vous montrer aussi, ça c'était un point intéressant, alors je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, mais toutes ces photos ne représentent aucun tableau en réalité. On a l'impression de les reconnaître, mais en fait, il n'y a pas, je vous le disais, c'est encore une fois une copie sans original. Il n'y a pas d'originaux pour la majorité des photographies de Cindy Sherman. Elle a fait 35 photographies dans cette série History Portraits, mais il y a 4 tableaux que je vous ai mis ici, 4 photos, pardon pour le lapsus, 4 photos qui, elles, représentent directement un tableau, font référence à un tableau de toute évidence. Ici, référence au Bacchus malade du Caravage. Ici, à la Fornarina de Raphaël. Vous le voyez, hein, toujours ces prothèses qu'elle n'a aucunement envie de cacher. Hein. On voit bien qu'elle porte une prothèse qui s'attache au niveau des épaules pour faire cette poitrine. Donc, bon, il n'y a aucune volonté. On voit bien la démarcation de la couleur de sa peau avec la prothèse. Aucune volonté d'être réaliste. Hein, voilà. Le simulacre est tout de suite indiqué. Pareil ici avec cette œuvre qui est à la Fondation Vuitton. La Vierge qui fait référence à la Vierge du diptyque de Melun, qui sont vraiment des parangons vraiment de l'histoire de l'art. Et ici, eh bien, Judith quittant la tente d'Holoferne, aussi une histoire qui a été énormément peinte par les artistes, pas que par Botticelli, mais par le Caravage, par exemple. Voilà pour cette image. Donc, vous le voyez, évidemment, Cindy Sherman remet en cause le principe d'originalité et utilise des images déjà existantes. Je vous le disais, pardon de me répéter, mais le postmodernisme, il y a cette idée qu'on est déjà face à un monde qui est complètement rempli d'images que l'on connaît, que l'on a déjà vues, qui sont exceptionnelles, des travaux déjà exceptionnels. Alors pourquoi ne pas aller piocher dans ce réservoir incroyable d'images et ne pas les réutiliser? Donc ça, c'est un petit peu la pensée de Cindy Sherman quand elle réalise cette série. Évidemment, je pense aussi qu'elle questionne les stéréotypes de genre. Pardon de revenir un peu sur le sujet de la première conférence qui était sur le féminisme, mais c'est vrai que évidemment, comme elle fait toute une série, en fait, une galerie de portraits de femmes dans différentes situations, dans différentes classes sociales, pourquoi ne pas aussi s'interroger sur la manière dont les femmes sont représentées dans l'histoire de l'art, avec ces stéréotypes, ces femmes toujours vêtues de manière très riche, la manière dont elles sont posées, quels sont ces personnages, les femmes qu'on représente le plus, donc elles y jouent. Je tiens à noter que c'est la seule série depuis la dernière série de 2020 qui s'appelle Men, dans laquelle Cindy Sherman représente également des hommes.
Donc ça, c'est aussi un point intéressant. Pour revenir aussi sur, encore une fois, un peu sur le féminisme, c'est vrai que le postmodernisme, c'est un peu le courant des femmes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Il y a plein d'artistes hommes postmodernes, mais quelque part, les femmes vont s'intéresser à ce sujet parce que le postmodernisme remet en cause donc l'originalité de l'œuvre d'art, mais aussi quelque part cette idée de l'artiste de génie, qui est souvent un homme et qu'on porte au nu pour toutes ses qualités. Et les femmes donc vont prendre de l'importance dans le courant postmoderne et vont prendre de l'importance aussi dans la photographie. Comme elles sont un peu des artistes de seconde zone et même des citoyens de seconde zone, elles vont quelque part utiliser la photographie, qui est encore un médium de seconde zone. Encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on différencie les artistes contemporains des photographes. Cindy Sherman est un petit peu la seule à avoir évidemment traversé cette frontière, mais il y a encore une différence. Donc, comme ce sont des artistes de seconde zone, eh bien, elles vont utiliser un médium de seconde zone qui va être la photographie. On va le revoir ensemble. Sherman raconte, je vous la cite, comme d'habitude, j'aime beaucoup citer Cindy Sherman. À la fin des années 1980, on avait l'impression que tout le monde ne parlait que d'appropriation. On sentait que c'était quelque chose, il y avait une réelle présence. Mais je n'avais pas conscience d'un sentiment d'appartenance. Ce qui a sans doute accru le sentiment communautaire, c'est quand davantage de femmes ont commencé à être reconnues pour leur œuvre, surtout en photographie. Sherry Levi, on en parlera, elle évoque aussi Louise Lower, Sarah Charleworth, Barbara Hess. Il m'a alors semblé que la solidarité fonctionnait mieux parmi les artistes femmes. C'était peut-être aussi dû au fait que beaucoup d'entre nous faisaient un travail différent. Nous utilisions la photographie, mais des gens comme Barbara Kruger et Jenny Holzer en faisaient aussi partie. Il y avait une solidarité féminine. Donc vous le voyez, ce courant de l'appropriation dont on va parler tout de suite est très marqué par les artistes femmes. Et on a donc, c'est vrai, pour la première fois, les femmes qui prennent une place importante sur la scène contemporaine. Alors, je reviens sur ce thème d'appropriation qui a été dit par Cindy Sherman dans cet extrait. L'appropriation ou l'appropriationnisme, c'est un courant d'artistes qui vont consciemment, et évidemment dans une réflexion conceptuelle, copier de manière tout à fait exacte parfois, eh bien, des œuvres d'art d'autres artistes. Plus globalement, parce qu'on va essayer d'élargir cette définition, les artistes appropriationnistes sont ces artistes qui vont piocher dans un matériel esthétique déjà existant. Donc ça peut être la publicité, ça peut être la photographie, la presse, les vidéos, les textes. Donc en tous les cas, on a un emprunt à quelque chose qui existe déjà. Donc je vous le disais, ce rejet de l'originalité, de l'œuvre d'art originale avec une paternité, symbole d'une grande créativité et d'un génie, est remis en cause, si bien que les artistes vont aller piocher dans ce qui s'est déjà fait. Donc ça, c'est un point intéressant. Alors, chez certains artistes, on a une manipulation de l'image avec un remodelage de l'image, c'est le cas de Cindy Sherman, et vous allez voir, d'autres vont avoir une conception extrêmement stricte de l'appropriation. On va les découvrir ensemble. Alors, vous allez voir, on va parler je crois, 3 femmes et de 2 hommes. Incroyable, c'est rare, pour le noter. D'abord, Hélène Sturtevant, qui préfère qu'on l'appelle Sturtevant. Bon, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, mais professionnellement, on l'appelle Sturtevant, on oublie son prénom. Alors, l'œuvre de Sturtevant est l'œuvre la plus radicale, d'abord parce que c'est la première. Les appropriationnistes sont plutôt des artistes des années 70, 80, 90. Hélène Sturtevant, elle commence dans les années 60. Donc, elle est vraiment avant-gardiste, même si je crois que c'est un terme qu'elle aurait rejeté parce que c'est un terme vraiment moderniste, donc je l'oublie. En tous les cas, elle va être très importante dans ce nouveau courant qu'est l'appropriationnisme. Et dès les années 60, elle va copier, répliquer de manière très stricte les œuvres d'artistes comme Jasper Jones, Andy Warhol, Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Roy Lichtenstein, avant même que ces artistes ne soient reconnus sur la scène internationale. Donc ça, c'est un point intéressant, mais elle avait tout à fait senti ce que deviendrait Andy Warhol ou Lichtenstein. Ici, vous la voyez devant sa propre œuvre. J'imagine que ceux qui connaissent un peu Warhol auraient pensé qu'il s'agissait d'une œuvre de Warhol. Eh bien non, c'est une œuvre de Sturtevant. Je vais vous montrer par la suite. Ici, vous voyez Hélène Sturtevant à droite et Joseph Beuys à gauche. Joseph Beuys, c'est un artiste dont on a beaucoup parlé dans la 4e conférence autour des mythologies personnelles. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, il ne fait pas du tout partie de notre problématique. Mais vous la voyez ici, elle a copié sa démarche, copié cette photo assez mythique, et elle se représente donc dans la peau de l'artiste génial qui est Joseph Beuys.
Évidemment, il y a aussi une forme de féminisme dans la pratique d'Hélène Sturtevant qui va réutiliser des œuvres d'artistes hommes qui sont extrêmement appréciées et louées dans le monde de l'art. En tous les cas, en 1965, lors de sa première exposition personnelle à New York, Hélène Sturtevant va présenter des copies de toiles de Jasper Jones, de Frank Stella, vous le voyez d'Andy Warhol, de Lichtenstein. Alors ici, vous avez non pas une œuvre de Lichtenstein, non pas une œuvre d'Andy Warhol, mais bien une œuvre d'Hélène Sturtevant et de Andy Warhol. Et pardon, mais deux œuvres d'Hélène Sturtevant, pardon. Justement, je me perds dans les faux et les vrais. Alors, il ne s'agit pas justement de faux, puisqu'Hélène Sturtevant n'a pas comme but de vendre ses toiles sous le nom d'Andy Warhol ou Lichtenstein. Elle les signe de son propre nom. Et par ailleurs, elle raconte qu'elle travaille de mémoire. Donc, il n'y a pas une exactitude parfaite dans la représentation de ces tableaux, mais tout de même, l'idée est donc de copier les œuvres de Warhol, de Lichtenstein, de tous ces autres artistes. Ici, vous avez aussi le flag de Jasper Jones. Ici, donc, c'est Jones Flag. Dans le titre même, elle parle de la paternité. Il s'agit, vous voyez, de Jones Flag, du flag de Jones, comment appelle-t-on ça en français, du drapeau de Jones. Elle écrit elle-même « Mes pièces reflètent notre cybermonde d'excès, d'entraves, de transgressions et de dilapidation. Autrefois, la force supérieure, c'était celle du savoir, de l'intelligence et de la vérité. Aujourd'hui, la force supérieure, c'est haïr, tuer, tandis que le masque de la vérité recouvre le pouvoir dangereux du mensonge. » Donc c'est vrai, ce qui est très impressionnant dans l'œuvre de Hélène Sturtevant, c'est que elle travaille dans les années 60 et elle a une pratique qui est vraiment postmoderne, une pratique qui correspond véritablement à notre monde hyper mondialisé, où toutes les images s'échangent, où on est abreuvé d'images et où quelque part, sommes-nous vraiment capables de différencier le vrai du faux? Nous sommes capables d'apprécier par exemple une œuvre sur un écran. Pourquoi finalement la voir en vrai? Pourquoi voir la vraie? Donc il y a tout ce questionnement par cette diffusion incroyable des images et sur laquelle va jouer Hélène Sturtevant. Un autre artiste qui travaille dans cette pratique, c'est Mike Bidlow. Vous le voyez ici, alors il est assis sur les fameuses Brio Box de Warhol. Alors là, ça devient compliqué puisque Andy Warhol a recopié les exactes Brio Box du commerce, qui sont, donc on en avait déjà parlé la dernière fois, mais des boîtes d'éponges américaines que vous achetez en gros, comme ça vous avez une quantité folle d'éponges. Donc Warhol les réutilise et on fait, vous voyez, donc des boîtes en bois. Et Mike Bidlow refait les boîtes d'Andy Warhol, qui lui-même, il a refait du commerce. Donc, ça devient compliqué. Mais c'est l'idée aussi de Mike Bidlow qui réalise cette œuvre. Alors, la première œuvre de Mike Bidlow, c'est Jack the Dripper at Peg's Place. Alors là, en fait, Mike Bidlow, il va revenir sur un événement qui fait partie un peu de la mythologie de Jackson Pollock, qui est d'ailleurs, je pense, un des derniers artistes modernes, en fait, en réalité, en tout cas, si on suit la théorie de l'art moderne et de l'art postmoderne. En fait, c'est vrai que Jackson Pollock, il a un peu créé sa légende et il raconte que cette pratique, donc vous le savez peut-être, mais cette pratique du tachisme, comme on pourrait dire en français, donc ce sont ces jets en fait de peinture, de gouttelettes sur une grande toile. Ça, c'est la pratique célèbre de Jackson Pollock. J'aurais dû en mettre un exemple, mais je crois que j'en ai un après, mais c'est une très pâle copie de Mike Bidlow. En tous les cas, Jackson Pollock raconte que Peggy Guggenheim, cette grande collectionneuse à l'origine du musée Guggenheim, eh bien, va lui demander de réaliser une œuvre pour elle. Dans une nuit, il ne dort pas de la nuit, il est effrayé, il ne sait pas quoi faire, et tout d'un coup, surgit une idée tombée du ciel, de cette idée de la drip painting, où il va donc jeter directement de la peinture avec ses pinceaux et d'autres techniques sur la toile. Vous le voyez, il y a ce rejet un peu de mythologie autour des artistes, avec cette idée de personnages géniaux sur lequel serait tombée une inspiration en plein milieu d'une nuit. Et donc Mike Bidlow, eh bien, dans une performance, il va rejouer cette scène un peu miraculeuse et remettre évidemment en cause cette question de l'artiste génial. Cette idée, en tous les cas, de ce mythe autour des personnalités artistiques. Lors d'autres expositions, vous voyez, Mike Bidlow va allègrement copier les œuvres d'Andy Warhol et de Pollock. Alors, le Pollock est absolument affreux. Je crois que ça ne tromperait personne. Bon, le Warhol, par contre, c'est plus facile à copier puisque c'est de la sérigraphie à partir de photographies, mais c'est pas tout à fait les couleurs de Warhol.
Mais en tous les cas, vous le voyez, lui aussi, il a cette volonté de recopier les œuvres d'autres artistes. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a des figures un peu tutélaires. Les artistes appropriationnistes, ils vont sans cesse copier Marcel Duchamp et Andy Warhol. Donc, bon, des personnages comme ça, un peu indépassables, qui ont énormément marqué les esprits de ces artistes. Alors, une autre artiste femme, Louise Lower, qui fait un travail, je trouve, magnifique. Alors, elle, ce n'est pas vraiment de l'appropriationnisme, c'est plutôt, bon, on ne va pas rentrer en détail, mais du situationnisme ou simulationnisme. En fait, elle va s'intéresser à la manière dont est accrochée les œuvres d'art. C'est-à-dire qu'elle va faire des photographies, vous allez vite le comprendre, des photographies d'intérieur, de collectionneurs ou bien de galeries, de musées, de foires, pour documenter la manière dont les œuvres sont exposées. Donc quelque part, c'est une espèce de panorama assez incroyable des œuvres d'art dans un contexte un peu différent. Ça casse aussi un petit peu la sacralité de l'art parce qu'on voit les objets dans des situations un peu improbables. Vous allez le voir. Donc ici, on est dans une période de collectionneur, je ne sais pas lequel, et on voit notamment dans la cheminée eh bien, cette pomme de Liechtenstein qui est présentée. Hop, je voudrais passer la page. Ici, c'est une photo certainement dans une foire parce qu'on a cette espèce de moquette que tous les stands ont. Vous avez donc des œuvres qui sont en installation. Donc, on a une impression assez étrange de voir ces œuvres qui ne sont pas encore placées, qui semblent être... c'est très étrange quand on a l'habitude de fréquenter les musées et les foires. On a l'impression que l'œuvre d'art, c'est vraiment l'objet indépassable qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'envisage même pas, duquel on n'envisage pas de s'approcher. Et Louise Lauer remet un petit peu cette question en cause et s'interroge sur la place des œuvres. Donc, vous voyez, évidemment, elle crée une œuvre, mais elle s'interroge surtout sur les autres œuvres et pas les siennes. Donc, c'est pas de l'appropriationnisme, mais ça participe de cette réflexion. Alors, j'aime beaucoup cette photo qui s'appelle Nude, puisque c'est le nom du titre du tableau de Gerhard Richter, vraiment la plus belle période de Gerhard Richter. Le tableau, vous le voyez, est posé évidemment pas dans le bon sens, un peu laissé à l'abandon, et puis on a toute cette composition géométrique et dans ce dégradé de gris assez incroyable. Donc c'est toute une réflexion sur l'œuvre d'art, aussi ces icônes de l'art, la manière dont quel est le rapport qu'on entretient avec ces œuvres d'art. Donc de nouveau, une question sur l'originalité et puis la place des œuvres et leur sacralité. Je passe à Sherry Levine. Sherry Levine, c'est une artiste de l'appropriation. Alors elle, comme Sturtevant ou Bidlo, elle a une pratique assez radicale, vous allez le voir, de l'appropriation. Dans un premier temps, elle a réalisé ce qu'elle appelle les stripe paintings. Alors en fait, ce ne sont pas pour le coup des œuvres qui sont directement copiées d'autres œuvres d'art, mais c'est vrai que c'est une espèce d'image générique d'une certaine période et d'une certaine peinture des années 60 autour des artistes comme Barnett Newman, Robert Ryman, Bruce Marden, qui sont des artistes américains, qui vont peindre quelque part la dernière peinture moderniste. Pour reprendre, vous avez un grand critique d'art qui s'appelle Clément Greenberg, qui a beaucoup parlé de ces derniers artistes. Pour lui, c'est vraiment comment dire, ce qui se fait de plus beau dans le modernisme. Et quelque part, ça a pris fin. C'est le color field painting, par exemple. C'est dans la suite de Rothko. Mais ce sont des artistes un peu plus qui vont peindre de manière plus géométrique, qui vont interroger la peinture brute comme elle est. Bon, voilà. Et donc, elle va réaliser cette série d'œuvres qui font penser un petit peu donc, à ces artistes de l'abstraction. Et ce qui va surtout la rendre célèbre, c'est cette série. Alors peut-être êtes-vous familier avec ces œuvres. C'est vrai que c'est des images qu'on a peut-être eu l'habitude de voir. En tout cas, elles sont très célèbres aux États-Unis. Sherry Levine est américaine. Ça parle peut-être un petit peu moins en français. C'est un artiste qui a eu sa rétrospective il n'y a pas très longtemps, je dirais en 2019, au Centre Pompidou, Walker Evans, qui est un très grand photographe qui va recevoir des commandes du gouvernement américain pour aller photographier, disons, la population un peu du fin fond des États-Unis. Pas la population des villes, mais la population qui souffre parfois même d'un manque de nourriture, comme on le voit sur le visage très marqué de cette femme. Et il a réalisé donc un certain nombre de photos qui sont très importantes dans la culture américaine. Que fait Sherry Levine? Eh bien, elle va photographier les photographies de Walker Evans. Vous voyez plusieurs niveaux de compréhension. Elle réalise donc ces photographies. On a l'impression de nouveau d'être devant une œuvre de Walker Evans, ce qui n'est pas le cas. Ce sont des œuvres de Sherry Levine. Et vous voyez dans le titre, les œuvres s'appellent After Walker Evans, après Walker Evans.
Donc, encore une fois, évidemment, pas de volonté ou de velléité de tromperie, bien au contraire. Ce qui est tout de même marquant, et c'est toute la pensée de Thierry Levine, c'est qu'elle utilise bien ce terme after Walker Evans, donc après Walker Evans, dans l'idée quelque part d'un hommage. Et ça, c'est une idée assez postmoderniste, pardon. C'est l'idée que finalement tout a déjà été fait. Les chefs-d'œuvre ont été créés, les artistes exceptionnels sont passés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc c'est un peu cette question que se pose Thierry Levine. Et ben, après Walker Evans, on ne peut pas vraiment photographier aussi bien la réalité et ce monde américain qui a d'ailleurs disparu. Donc, bon, il y a vraiment cette idée. Et je voulais aussi vous montrer un autre. Je vais vous lire ce petit passage. Après, j'en aurai un deuxième très intéressant de Thierry Levine. Et d'abord, ce petit passage, elle souligne que l'acte d'appropriation n'est que le mode opératoire de ces travaux, dont le contenu est le malaise que provoque la sensation de déjà-vu. Malaise qu'on ressent lorsqu'on est face à quelque chose qui n'est pas tout à fait original. Et je trouve que c'est une phrase qu'on aurait pu utiliser pour l'œuvre de Cindy Sherman. De nouveau, on n'est pas tout à fait certain. L'image nous dit quelque chose, mais on n'est pas sûr, on ne se souvient pas. Donc, on a aussi une impression de déjà-vu chez tous les artistes postmodernes. Je crois que ça les définit parfaitement. Impression de déjà-vu. Voilà, j'y pense à peine. Voilà la définition, le postmoderniste, impression de déjà-vu. Très bien. Elle va aussi utiliser la photographie numérique. Alors, peut-être que ces gros pixels vous disent quelque chose. Quand on voit le titre, ça nous parle peut-être plus évidemment. Thierry Levine, ici, a pris en photo des œuvres de Cézanne, et notamment des Saintes Victoires, évidemment. Les Saintes Victoires, on reconnaît un petit peu la palette de Cézanne dans ces gros pixels, sauf que vous le voyez, c'est une photo extrêmement pixelisée. Et quelque part, elle nous dit, Cézanne a réalisé, a peint le monde tel qu'il était dans ce passage entre le 19e et le 20e siècle, et elle, eh bien, elle donne une image du monde au 21e siècle, qui est un petit peu une image pixelisée. Ça résume assez bien toutes ces photos que l'on voit partout, qui ne sont jamais dans une définition parfaite. Finalement, à travers nos écrans, nous voyons le monde de cette manière, et vous me voyez certainement pixelisé. Donc, c'en est une preuve. En tous les cas, Thierry Levine, elle a ce petit passage que je ne résiste pas à vous lire, même s'il est un peu long. En 1982, dans Déclaration, elle écrit « Le monde est plein à étouffer. L'homme a apposé sa marque sur chaque pierre. Chaque mot, chaque image est loué et hypothéqué. Nous savons qu'un tableau n'est qu'un espace dans lequel une variété d'images, toutes sans originalité, se fondent et s'entrechoquent. Semblables à Bouvard et Perruchet, ces éternels copistes, nous montrons le profond ridicule qui est précisément la vérité de la peinture. Nous pouvons seulement imiter un geste qui est toujours antérieur, jamais original. Successeur du peintre, le plagiaire ne porte plus en lui de passion, d'humeur, d'émotion, d'impression. Il transporte plutôt cette immense encyclopédie dont il s'inspire. Le spectateur est une tablette sur laquelle sont gravées toutes les citations qui constituent le tableau sans qu'aucune ne soit perdue. C'est dans sa destination et non dans son origine que réside le sens de la peinture. La naissance du spectateur est au prix du peintre. Donc vous le voyez, je crois que Thierry Levine a très bien... C'est assez mélancolique hein, comme idée, mais voilà, cette idée que tout a déjà été fait, les artistes géniaux ont déjà existé, ont provoqué énormément d'émotions, qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est un peu ce constat que fait Thierry Levine et tous les artistes appropriationnistes avec elle. Une autre artiste, Barbara Kruger, qui, elle, ne va pas s'approprier directement, vous allez le voir, je lis quel pessimisme. Oui, quel pessimisme. Évidemment, à côté du postmodernisme, à côté de ces artistes, il y a énormément d'autres artistes. Les années 70-80, c'est aussi un retour à la peinture, avec Jean-Michel Basquiat, avec la bad painting, avec, qui je pourrais vous citer d'autres, la figuration narrative, la figuration libre. On a donc encore beaucoup de peintres, beaucoup de sculpteurs, et donc d'autres types de courants. Mais voilà, en tout cas, le courant postmoderne, c'est un petit peu ça, c'est faire avec ce qui existe déjà et voilà, refaire un petit peu, recréer un geste, recréer une émotion qui a déjà existé. Voilà, c'est cette idée. Évidemment, ça dit beaucoup de notre monde et c'est pour ça que c'est, je trouve, très contemporain comme courant, même s'il a déjà maintenant une quarantaine d'années, même plus que ça. Donc voilà. Je continue mon histoire avec Barbara Kruger. Donc Barbara Kruger, elle ne va pas utiliser, vous allez le voir, les œuvres d'art d'artistes antérieurs. Je ne l'ai pas fait pour les autres, mais elle, son histoire est intéressante. Parfois, la biographie des artistes nous dit des choses. En tous les cas, elle a eu une formation de graphiste.
Et elle a travaillé, dans des agences de publicité et dans des magazines de mode. Et en travaillant dans ces lieux, elle a eu accès à une banque de photographies très importante, qui vont beaucoup la marquer. Et par ailleurs, elle va apprendre les rudimentaires de la publicité. Elle sait quelles photos utiliser pour qu'elles soient, marquantes. Elle sait quelle typologie, quelle couleur utiliser. Vous allez le voir, elle va donc utiliser des images dont, dont elle a accès par son travail et des visuels qui sont, très marquants. Ici, elle réalise cette œuvre que vous connaissez peut-être, à Shop Therefore I Am, qui fait référence à la fameuse phrase de Descartes, je pense donc je suis. Sauf qu'ici, c'est j'achète donc je suis. Donc, ce qui est aussi une vision plutôt triste de notre monde contemporain. Donc, vous le voyez, elle utilise cette couleur, cette typographie très particulière, qui donc crée vraiment des slogans très forts, hein. Là, c'est un art beaucoup plus engagé, engagé dans sa forme et engagé dans son discours aussi. Elle a réalisé aussi cette œuvre. C'est vrai que Barbara Kruger, elle a une pratique assez féministe. We have received orders not to move. Nous avons reçu des ordres de ne pas bouger. Alors pour l'anecdote, j'ai passé un examen sur cette œuvre d'art, un oral, donc je m'en souviens avec émotion. Je voulais vous le mettre. Il y a un deuxième tableau sur lequel j'ai été interrogée que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, vous le voyez, cette femme qui semble être complètement coincée dans un carcan. Lors de mon examen, j'avais du mal à lire ce qui étaient ces espèces de petites choses, en tout cas peut-être d'aiguilles qui maintiennent son vêtement et qui l'empêchent de bouger. Donc, il y a évidemment aussi un jeu avec le féminisme, un intérêt pour le questionnement de l'autorité. Quelque part, Barbara Kruger, elle essaye de réveiller un peu le consommateur de base que nous sommes quelque part en partie. Je crois que j'avais un autre visuel à vous montrer. Ici, we don't need another hero. Nous n'avons pas besoin d'un autre héros. Un autre héros, ça aussi, c'est un peu une question qu'elle pose, enfin en tout cas une affirmation qu'elle assène dans l'idée qu'il n'y a pas besoin d'éduquer nos garçons comme s'ils ils allaient être les prochains héros. Donc c'est aussi une remise en cause de la virilité et de la manière dont on transmet les principes de la masculinité. Et maintenant, je vais vous parler de Richard Prince. Richard Prince, c'est un artiste qui défraie la chronique assez souvent. C'est vrai que quand on entend parler d'art contemporain dans les journaux généralistes, on peut s'attendre à un scandale. Richard Prince, c'est un artiste américain. D'ailleurs, beaucoup d'artistes postmodernes sont américains. Je crois que je vais citer que des artistes américains d'ailleurs. Parce que peut-être que la société de consommation et ce monde de l'image s'est développé un peu plus vite que dans notre vieille Europe. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est tous à égalité, mais c'est peut-être cette raison. Richard Prince est un des grands artistes de l'appropriation. Alors de nouveau, lui, comme Barbara Kruger, il ne va pas directement chercher ces images dans l'histoire de l'art, mais plutôt il va recycler des images de la culture populaire. Et alors lui aussi, il a été graphiste, lui aussi il a travaillé pour des agences de publicité, ce qui fait qu'il a aussi sous la main une banque de données très impressionnante, puisque les journalistes utilisent des photographies qui sont conservées dans des banques de données qui permettent d'illustrer les magazines. Donc on a des centaines, enfin plutôt des milliers et des milliers de photographies. Et ici, Richard Prince, il va réutiliser les photographies d'une série qui avait été faite pour Marlboro. En fait, c'est une campagne publicitaire de Marlboro, donc la fameuse marque de cigarettes américaine, et qui va jouer, donc vous le voyez sur la mythologie américaine. Voilà, si on fume une Marlboro, on est un cow-boy américain très viril, très impressionnant. Voilà, c'est une cigarette d'homme que vous voyez ici. Et donc, voilà, c'est toute cette mythologie américaine qui intéresse beaucoup Richard Prince. Alors bon, Richard Prince, il a été en procès avec à peu près tous les photographes dont il a réutilisé les photos, comme beaucoup d'artistes appropriationnistes. C'est pas le sujet, mais ce serait intéressant de parler de droit et d'art, parce que l'art contemporain a défrayé la chronique dans les différentes instances juridiques. Mais on a donc cette série. Il a réalisé aussi, alors pardon, je n'ai pas trouvé de meilleure photo, une série sur les gangs de motards qui sont très présents aux États-Unis, et notamment ces photographies des petites amies des membres des gangs qui se photographiaient nus sur les motos de leurs compagnons pour les envoyer ensuite à leurs compagnons. Donc voilà, cette série aussi, vous le voyez, Richard Prince, il s'intéresse donc à cette culture populaire. On n'est plus dans les œuvres élitistes de Sturtevant qui s'intéresse à Jasper Jones, à Andy Warhol ou bien Cindy Sherman qui plonge dans l'art du XVIIe siècle. Là, on est vraiment dans une utilisation de la culture populaire, mais toujours dans une approche appropriationniste. Alors,
c'est peut-être ça dont vous avez peut-être entendu parler, quoique ça date maintenant. Mais Richard Prince, en 2014, il a une nouvelle pratique qui est quand même assez étonnante, vous allez voir. Richard Prince, en fait, il s'abonne à des comptes sur Instagram de gens qu'il ne connaît pas, comme j'imagine nous faisons tous. Et puis, la première partie de son travail, en fait, c'est de commenter les photographies qui l'intéressent avec un commentaire enfin, qui semble dire qu'il a un contact, qu'il connaît la personne de laquelle il commente la photo. Et après cela, eh bien, il fait une capture d'écran et il fait imprimer donc les photographies, vous les voyez ici. Donc évidemment, là, il réutilise un contenu qui n'est pas le sien, un contenu de gens qu'il suit sur Instagram. Alors parfois, il les connaît, parfois, il ne les connaît pas, parfois, ce sont même des stars, comme par exemple Pamela Anderson. Donc, il réutilise toutes ces photos desquelles il a accès et il les expose et il les vend. Enfin, en tout cas, la galerie Gagosian les vend pour 100 000 $ chacune. Donc, c'est tout de même un prix important. Pardon. C'est tout de même un prix très important. C'est une œuvre qui avait pas mal choqué, dont on avait pas mal entendu parler. On a fait le tour de cette question de l'originalité à travers l'œuvre de Cindy Sherman et c'est vrai à travers tout un panorama de l'appropriationniste et de différents artistes qui vont questionner la question d'originalité. Je vous avais dit que la deuxième partie de cette discussion, eh bien, ce serait la culture populaire et le kitsch. Parce que les artistes postmodernes vont aussi rejeter, c'est vrai, les notions de bon goût, vont rejeter l'élite dans l'art en général, avec la remise en cause d'un langage qui ne serait compris que de quelques initiés. Bon, moi, c'est pardon, je parle mal, je m'emballe. C'est un élément qui me questionne beaucoup. Je pense que l'intrusion de la culture populaire dans l'art est beaucoup plus compliquée qu'une forme de classicisme et de discours qu'on a l'habitude de voir au musée. On reviendra dessus. En tous les cas, je voulais commencer avec le pop art. On en a parlé dans l'introduction. Un certain nombre d'historiens de l'art, et je suis assez d'accord avec ça, considèrent que le postmodernisme commence au pop art. Vous connaissez très certainement le pop art, je pense que c'est le courant du XXe siècle, en tout cas la deuxième moitié du XXe siècle le plus célèbre. Et je vais vous montrer donc quelques œuvres et rapidement passer sur ces artistes. Le pop art, c'est un mouvement qui naît dans les années 60, qui est un mouvement on va dire américain, mais qui en réalité naît en Angleterre, mais de manière assez symétrique, c'est assez intéressant. En fait, il y a deux pop art qui naissent quasiment en même temps, un petit peu avant les Anglais, en Angleterre et aux États-Unis, sans véritablement de communication et sans le savoir. En tous les cas, le plus célèbre, c'est celui américain. On va avoir des artistes très importants. Et ce sont des artistes donc, et vous allez le voir, on va tout de suite reconnaître le discours postmoderne, qui, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, vont connaître une société d'opulence. Aux États-Unis, c'est très vrai. En France, en tout cas en Europe, ça va le devenir, mais il faut tout de même sortir de la Seconde Guerre mondiale et reconstruire les pays. Mais eh bien, c'est le temps du capitalisme, c'est le moment de la guerre froide où l'on oppose évidemment le modèle américain au modèle russe et soviétique. Donc, c'est tout cela. Et les artistes vont donc vivre dans un monde de l'argent, dans un monde de la prospérité, dans un monde de plus en plus industrialisé, finalement la société de consommation. Et ces artistes vont s'intéresser à ces questions dans le fond, où ils vont utiliser un peu des images populaires, s'intéresser à l'industrie, et aussi dans la forme. Le simple fait que Andy Warhol utilise la sérigraphie, ce qui lui permet d'imprimer énormément d'œuvres d'art, est une forme d'industrialisation de sa pratique. Donc autant dans le fond que dans la forme, on a en tout cas une manière de ces artistes d'épouser le capitalisme et la société de consommation. Je ne dis pas que ce sont des artistes qui sont, disons, qui propagent la bonne pensée capitaliste. Non, je pense plutôt qu'ils la critiquent, mais en tout cas, ils vont en jouer. Et ils vont d'ailleurs très bien gagner leur vie. Et je voulais vous lire cette phrase que j'aime beaucoup de Richard Hamilton, qui est un peintre anglais, qui est donc le pop art anglais. Il dit de sa production artistique qu'elle est populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d'astuces et qui rapporte gros. Donc vraiment, je crois que le pop art, tout est dit là-dedans. J'adore le fait que spirituel soit à côté de sexy. Mais bon, voilà, ça dit un peu tout du pop art qui a pour but d'être compréhensible, d'être vu par tous et de quelque part être un art du capitalisme, être un art de la société de consommation. Cindy Sherman, elle, évidemment, et les artistes postmodernes dont on a parlé, qui évoluent plutôt dans les années 80, elle a connu le pop art. Elle l'a étudié à l'époque où le pop art commençait à être célébré dans les années 70.
c'était la grande époque du pop art. Ils travaillent dans les années 60, mais les années 70, c'est des années où ils sont extrêmement célébrés. Et avec le pop art, et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû venir à ça, on est trop habitué à entendre pop art, mais pop, ça vient de populaire. Donc c'est un art populaire, si on voulait le traduire en français. C'est ça le pop art. Donc vous le voyez, il y a un vrai rejet de l'élitisme dans l'art et une volonté de, quelque part, simplifier le discours artistique. Je voulais vous lire cette phrase de Jeff Koons. Pour moi, la question de séduire un grand public tout en préservant un art de qualité est du plus grand intérêt. Je pense que n'importe qui avec une culture grand public peut comprendre mon travail. Je ne pose aucune exigence, presque à la manière de la télévision. Je raconte une histoire que n'importe qui peut saisir et apprécier à un certain niveau. Bon, moi, je ne sais pas à quel point Jeff Koons est sincère ou pas quand il dit ça, mais je pense, et c'est d'ailleurs tout le reproche qu'on peut faire à l'art contemporain, qu'il est beaucoup plus compliqué, comme je vous le disais tout à l'heure, de comprendre la présence de Mickey, de Michael Jackson, enfin des sculptures de Jeff Koons dans un musée, que de saisir, eh bien, je ne sais pas, une Pietà, par exemple. Je pense que la Pietà parle plus que les œuvres de Jeff Koons. Ce qui ne veut pas dire que je rejette les œuvres de Jeff Koons, mais je trouve qu'il y a une forme d'élitisme dans justement et de complexité dans l'idée de faire rentrer l'art populaire dans les musées. Et je ne crois pas que l'art populaire parle aux classes populaires. En tout cas, que le pop art parle aux classes populaires. Ça, c'est mon avis. Peut-être ai-je tort, mais je pense. En tous les cas, on a donc, oui, pardon, je ne vous ai pas montré de ces artistes. Donc, vous avez évidemment Roy Lichtenstein, James Rosenquist, qui lui est un peintre. En fait, c'est assez intéressant sa pratique. Il utilise des images qu'il trouve dans les magazines, dans les journaux, qu'il va coller. Donc, il fait de très beaux collages. C'est intéressant. À chaque tableau, on a son collage. Il va coller les images, les confronter de manière assez étrange. Donc ici, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a ce tableau est fait juste avant la mort de Kennedy. Et on a cette voiture. Bon, bref. Donc, en tous les cas, vous avez cet ensemble, ces œuvres qui se confrontent. Une œuvre de Tom Besselman, sur laquelle j'ai été interrogée aussi en oral, Nature morte 30. Donc, lui, vous le voyez, il réutilise vraiment tout l'univers habituel, populaire en tout cas, celui de la vie quotidienne américaine. Et vous le voyez, c'est un petit détail amusant de l'œuvre. Au fond se trouve une espèce de petite carte postale ou de poster d'un tableau de Picasso. Donc on a une intrusion comme ça de l'histoire de l'art dans cet ensemble on ne peut plus banal et quotidien. Les fameuses Campbell Soup Can d'Andy Warhol, comment faire plus banal que ces soupes qui sont extrêmement consommées par les Américains quand Andy Warhol les réalise. Et je voulais revenir donc sur Cindy Sherman, maintenant que je vous ai parlé un petit peu du pop art et qui est précurseur du postmodernisme, qui est même postmoderne. Cindy Sherman, évidemment, je pense que toutes ses œuvres font référence en partie à une forme de culture populaire. C'est une œuvre qui, pour le coup, je trouve, est compréhensible à différents niveaux. On peut l'entendre de différentes manières, mais tout de même, on se retrouve dans un certain nombre d'œuvres de Cindy Sherman. En tout cas, on reconnaît un certain nombre de codes et les imitations qu'elle a voulu faire. Alors, cette confrontation doit être certainement étrange, puisque je compare ici cette série qui s'appelle les Society Portraits, dont on a déjà parlé la semaine dernière, mais ici, j'ai fait attention de vous mettre des œuvres qu'on n'a pas vues ensemble. Donc, les Society Portraits, c'est cette série de portraits mondains des années 2008, je ne vois plus la date, oui, 2008, c'est ça. Donc, en fait, elle va réaliser des portraits, évidemment, c'est elle à chaque fois, de femmes mondaines qui participent de la vie mondaine, de la vie artistique américaine, qui sont le plus souvent des mécènes, des femmes un peu qu'on imagine que Cindy Sherman côtoie, et elle représente différentes. Le but, c'est de représenter quand même des femmes qui ont fait un bon mariage, tout ça tout à fait volontairement, qui sont parfois malheureuses dans leur mariage, mais qui restent mariées pour des questions d'argent. Je caricature, mais je crois que c'est vraiment l'idée de Cindy Sherman. Des femmes qui viennent de familles très riches, parvenues, donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette série, j'ai pensé à une télé-réalité qui s'appelle The Real Housewives, donc les vraies femmes au foyer. En fait, c'est une télé-réalité américaine qui marche extrêmement bien et qui dresse le portrait, en fait, suit des femmes, donc des femmes au foyer. Dans à peu près tous les États-Unis, vous avez à peu près par ville une télé-réalité. Ici, donc, c'est Beverly Hills.
Et vous avez donc ces femmes dont la vie ne semble être faite que de chirurgie esthétique, puisqu'on les voit, même si c'est leur chirurgien esthétique, de chirurgie esthétique, de vêtements de luxe, de réception, de dîner caritatif. Donc vraiment une idée très étrange de cette vie. Et c'est vrai que Cindy Sherman, quelque part, elle a un petit peu réalisé le portrait de ces femmes. Et j'ai lu une interview dans laquelle elle disait qu'elle connaissait cette télé-réalité. Donc ça a peut-être aussi influencé son travail. Cette personne est très marquante. C'est un personnage typique de ce genre de télé-réalité quand on est au fin fond des États-Unis. Donc voilà, c'était ce petit élément pour dire que voilà, Cindy Sherman aussi, elle pioche dans la culture populaire. Et même si elle a fait une série sur l'histoire de l'art, elle fait aussi des séries qui sont beaucoup plus marquées dans la culture populaire. Vous voyez peut-être mon chat qui nous dit bonjour. Il aime beaucoup l'histoire de l'art. En tous les cas, je voulais revenir maintenant à d'autres artistes. On a déjà pas mal parlé de Jeff Koons, on l'a cité un peu à droite à gauche. Évidemment, lui, il a plongé, c'est l'artiste qu'on adore détester, on l'appelle l'artiste du kitsch, ce qui n'est pas forcément une critique. Oui, c'est l'artiste du kitsch, mais c'est tout le sens de son œuvre. Il a réalisé un certain nombre d'œuvres, surtout au début de sa carrière, qui sont évidemment très marquées par la culture populaire. C'est un pop art postmoderne, un peu plus tardif. Il a réalisé notamment cette série, c'est une des premières séries qu'il réalise dans les années 80-87. À l'époque, il finance entièrement ses sculptures, il les achète lui-même, il les réalise lui-même. Bon, ici, il a surtout réalisé les boîtes en plexiglas avec des néons, puisqu'il a acheté justement ces aspirateurs extrêmement modernes à l'époque, un peu l'équivalent du Dyson contemporain. Donc, il réalise cette série. Évidemment, ce sont des objets qu'on a tous l'habitude de voir, qui sont des objets du quotidien. Donc, même si ce sont des objets neufs, ça c'est peut-être la différence avec le pop art. Il y a cette idée du neuf qui est très important chez Jeff Koons. Il réalise aussi cette œuvre. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ça questionne aussi un peu comment dire, les vitrines muséales. Hein. C'est un jeu aussi avec la vitrine muséale, mais ce sont donc ces ballons de basket. Alors, c'est vrai que Jeff Koons parle peut-être plus aux Américains qu'aux Européens, puisque le basket est un sport vraiment national très important. Donc, bon, voilà, c'est une image qu'on a l'habitude de voir. Et il réalise aussi toute cette série. Alors ça, c'est aussi, voilà, on parlera du kitsch tout à l'heure. Là, on continue avec la culture populaire. C'est une série qui s'appelle Banality, donc qui dit beaucoup banalité, où il va en fait réutiliser des personnages, des images qu'on a l'habitude de voir. Vous reconnaissez la panthère rose, on reconnaît ici Michael Jackson, mais il fait faire ces sculptures par des artisans exceptionnels. Donc ce sont des artisans soit de la porcelaine, soit du bois, qui sont vraiment très reconnus dans leur domaine. Donc ce sont des œuvres extrêmement de mauvais goût, on va revenir dessus, en tout cas on aurait l'habitude, qui n'ont rien à faire dans un musée, en tout cas à l'origine, et qui sont en fait faits avec une très grande préciosité, avec de la feuille d'or, avec des techniques ancestrales. Donc il y a ce jeu aussi chez Jeff Koons de créer une œuvre d'art par sa préciosité, mais dont la forme et dont le thème n'est pas du tout précieux. Bien au contraire, il est populaire, banal et inhabituel. Je voulais vous parler aussi d'Aim Steinbach, qui lui va quelque part devenir une sorte de sociologue collectionneur, puisqu'il capte, il puise un peu dans cette espèce de réservoir d'objets devant lequel on est dans la société de consommation, et il capte un certain nombre d'objets. Il réalise notamment des installations avec toujours un socle très moderniste en fait. On a l'impression d'être devant un socle, je ne sais pas moi, de Brancusi, ou peut-être de la période surréaliste de Giacometti, donc un socle très moderniste, plutôt élégant, contrairement aux objets qui sont posés dessus. Et là, on a une opposition entre, évidemment, des baskets Nike que vous aurez reconnues, et puis cette espèce de lampe avec des pieds de biche et un abat-jour complètement kitsch. Donc, bon, un peu chaque période a son kitsch, les baskets Nike et puis cet abat-jour. Donc, il y a un jeu avec ces objets qui sont mis les uns à côté des autres et dont bien, le spectateur doit faire un petit peu le lien. On ne comprend pas trop le sens, mais il faut se poser 2 secondes et réfléchir aux liens qui peuvent exister entre cette lampe étrange et puis ces 2 paires de baskets. Et cette œuvre s'appelle The Charm of Tradition, le charme de la tradition. Pour terminer sur cette question de la culture populaire, je voulais vous parler de Robert Longo. Robert Longo, peut-être que vous en souvenez pour ceux qui ont suivi la première conférence, c'est un personnage important dans la vie de Cindy Sherman puisqu'il a été son compagnon
quand elle était en train d'étudier, donc dans les années 70. Et c'est lui qui lui a fait découvrir des pratiques ultra contemporaines. Elle a découvert avec lui qu'on pouvait faire autre chose dans l'art que de la peinture et de la sculpture. Donc, il y avait aussi la performance, une grande importance de la photographie, mais pas uniquement pour des raisons documentaires, parce que c'était un petit peu la seule raison d'être de la photographie avant, disons, les années 60-50. Donc, voilà, voilà pour le replacement, pour le replacer, pardon. Et Robert Longo, il a réalisé, alors bon, ce sont des images évidemment populaires, en tout cas assez de mauvais goût, c'est un petit peu le jeu. Robert Longo, il réalise ces deux fusains. Alors, en fait, c'est un dessinateur assez incroyable puisque ses œuvres sont très grandes, elles sont entièrement en fusain. Donc, quand on les voit en vrai, c'est incroyable. Et ces dernières années, on a vu souvent dans les foires le champignon nucléaire en fusain qui revient sempiternellement à chaque FIAC, j'ai l'impression. Bon, pas cette année, évidemment. Mais voilà, c'est un travail de fusain. Et en fait, Robert Longo a choisi ces photos parce qu'elles sont extrêmement populaires et que ce sont des photos que tout le monde a vues et qui sont énormément recherchées sur Google. Donc, vous voyez, donc ce requin blanc qui manifestement fascine les gens qui font des recherches sur Google et cette série de décolletés de stars. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de la culture populaire, je voulais vous parler du kitsch, qui, vous allez le voir, va beaucoup nous amuser. Alors évidemment, on pourrait penser que l'art et le kitsch ne font absolument pas bon ménage. En 1933, Brock écrivait déjà « Le kitsch est le mal en soi à l'intérieur de l'art ». Et Kundera, dans Le Rideau en 2005, dit du kitsch qu'il est le mal esthétique suprême. Donc c'est très clair. Clément Greenberg, dont je vous parlais, qui est un des grands théoriciens de l'art moderne, justement, et qui va beaucoup défendre la peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle, écrit un livre qui s'appelle Avant-garde et kitsch, enfin un livre, pardon, un essai, Avant-garde et kitsch en 1939, donc déjà bien avant nos artistes, et il dit « Tout le kitsch est académique, et réciproquement, tout ce qui est académique est kitsch ». Donc pour lui, en fait, la répétition et kitsch. L'académique est kitsch. Si on revient, c'est vrai, par exemple, aux artistes pompiers, c'est vrai qu'on a souvent envie de dire des artistes pompiers qui ont une pratique assez kitsch. Donc voilà. Bon, voilà pour quelques définitions du kitsch. Et pourtant, eh bien, le kitsch et l'art vont se rencontrer avec des artistes qui ne vont pas hésiter à créer une œuvre qui peut faire rire, à créer une œuvre volontairement de mauvais goût, qui s'inscrit profondément dans le postmodernisme. Et je vous le disais, dans ce rejet de l'élitisme, de l'élégance, de la créativité, de la paternité. On est vraiment dans une démonstration très claire des idées postmodernes. Pour Cindy Sherman, moi j'ai une anecdote personnelle. J'ai rencontré très jeune les œuvres de Cindy Sherman quand j'étais enfant et je me suis toujours dit que c'était extrêmement de mauvais goût. Alors depuis, j'ai étudié l'histoire de l'art, depuis je me suis intéressée à certain nombre de choses et j'adore le travail de Cindy Sherman, mais je trouve toujours qu'il est de mauvais goût, mais tout à fait volontairement, et je dis ça avec beaucoup d'admiration. Mais c'est un travail qui n'est pas de très bon goût, en tous les cas, tel qu'on pourrait l'imaginer. On est bien loin de la délicatesse et de l'élégance, pour reprendre un photographe, je ne sais pas moi, de Cartier-Bresson par exemple, bien au contraire. Donc il y a un vrai jeu avec la culture populaire, avec le kitsch et avec le mauvais goût, mais tout à fait volontairement. Voilà. Je ne le dis pas du tout comme une critique ou une attaque. Je voulais vous citer 3 séries. En réalité, le mauvais goût chez Cindy Sherman, il est un petit peu partout, mais il est très présent dans un certain nombre de séries, notamment dans la série Headshot, qui est une série dont on n'avait pas parlé la semaine dernière, mais qui ressemble à d'autres séries. C'est une série où elle va réaliser comme ça les portraits. Headshot, c'est les photos d'identité, les portraits de jeunes femmes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui quelque part, eh bien, vendent leur image pour espérer devenir la nouvelle starlette du cinéma, de la télévision. Donc on voit ces femmes qui sont extrêmement maquillées, qui prennent leur plus belle position et qui sont vêtues de tenues dont qu'on a un peu du mal à dater. On est pourtant dans une série des années 2000. Bon, je pense que le personnage le plus ridicule est cette première femme avec ses faux seins. Ça, c'est un jeu. Très souvent, c'est Cindy Sherman, elle utilise beaucoup de prothèses pour le nez, pour les seins, pour les fesses. Donc, on a ces personnages qui sont assez ridicules et qui ne sont pas des modèles d'élégance, évidemment. Et ça, c'est le jeu de Cindy Sherman. Une deuxième série qui est vraiment... c'est plus que du mauvais goût. On en reparlera quand on parlera de la monstruosité dans la dernière conférence. Cindy Sherman,
a réalisé cette série qui s'appelle Disaster, donc Désastre, dans les années 80. En fait, comment elle vient à cette série? Vous voyez que la figure a disparu presque, puisqu'en fait, le reflet de Cindy Sherman se trouve ici dans la lunette, mais elle a presque disparu des photographies. Dans les années 80, elle commence à avoir énormément de succès, ses œuvres se vendent de plus en plus cher et elle n'en peut plus de lire autant d'éloges sur son travail. Et donc, elle a la volonté de créer une œuvre particulièrement dégoûtante, moche, de mauvais goût. Et elle était très amusée à l'idée que de grands collectionneurs qui avaient de belles maisons puissent installer cette série d'œuvres au-dessus de leur canapé. Puisque volontairement, vous voyez, bon, bah, moi je vois quand même un peu de vomi, des fluides un peu étranges, en tout cas une situation un peu post-apocalyptique. Elle réalise aussi cette œuvre assez terrifiante, Untitled 173, où là, bon, on a l'impression de voir des restes d'animaux, d'humains. Cindy Sherman, vous voyez, est dans le fond de la photographie, vraiment tout en haut. Voilà, on a ces espèces de grosses mouches aussi fictives qui viennent dévorer les restes humains. Donc évidemment, on n'est pas dans la beauté pure telle qu'on pourrait l'imaginer et telle qu'on pourrait l'envisager dans l'histoire de l'art. Une autre série, pour continuer notre voyage à travers le kitsch et le mauvais goût, c'est la série des Murals. Donc, en fait, ça, il faut aller les voir en vrai parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte. Donc, je vous conseille de nouveau d'aller voir la rétrospective de Cindy Sherman à la Fondation Vuitton. Parce qu'en fait, c'est une pratique assez récente à partir de 2010. Elle va imprimer sur un papier peint, pourrait-on dire, en tout cas un papier collant. Et en fait, ces papiers collants sont directement placés sur les murs de l'exposition. Donc, il faut de très grands murs puisque ce sont de très grandes œuvres. Je pense que les personnages font à peu près 3 mètres de haut, donc ça vous donne une idée un peu de la taille de l'œuvre. Et ce n'est pas donc dans un cadre, ce n'est pas une photographie classique, c'est directement collé sur le mur. Donc ça donne une impression vraiment de 2D très plate, contrairement aux autres photographies qui sont encadrées avec un verre qui sont un peu plus muséales. Donc voilà pour cette série. Alors dans cette série, vous le voyez, elle s'est photographiée dans des tenues absolument ridicules qui font plus ou moins référence à des contes de fées, qui font référence à des chevaliers, à tout un univers médiéval. Et elle se photographie sur un fond vert qui lui permet d'intégrer ensuite ces espèces de gravures, des images qu'elle a dû récupérer à droite à gauche, qui nous plongent aussi donc dans un univers médiéval. En tout cas, ici, on a l'impression d'être dans une forêt un peu enchantée. Donc, vous voyez notamment ce personnage qui porte un pantalon. Alors, l'ensemble aurait pu faire illusion, mais de nouveau, tout est cassé par ce pantalon de velours tigré exquis. Donc, on a évidemment ce jeu sur le kitsch. Vous le voyez ici aussi avec ce personnage qui a une fausse poitrine, de fausses fesses, qui est dans une tenue que j'aurais du mal à décrire, de troubadour, je ne sais pas, je vous laisse choisir. Et vous avez ici donc ce chevalier femme, en tout cas qui porte un costume de femme, qui montre ses seins et puis son sexe. Et cette autre femme assise avec une espèce de voile et des plumes sur les épaules. Donc voilà, vous voyez donc cet univers en même temps qui nous plonge dans quelque chose d'un peu féerique. De nouveau, quelque chose qui nous dit quelque chose, pardon, cette répétition. On a l'impression d'y retrouver des contes de personnages médiévaux. Et pourtant, bon, bah, on n'est quand même pas tout à fait dedans. On n'est pas dans le mythe parfait du chevalier et de la princesse. Pour revenir sur le mauvais goût, je devais évidemment revenir sur Jeff Koons. On en a parlé pour la culture populaire. Pour le mauvais goût, je crois que c'est l'artiste fondamental du mauvais goût. Jeff Koons qui réalise de cette œuvre qui s'appelle Faits divers. Alors, Faits divers, pourquoi Faits divers? Je me demande si la femme n'est pas morte, surtout qu'elle a l'air quand même posée au sol. Et vous avez donc ce cochon qui s'approche de cette femme qui porte une résine sur son corps. Donc, on voit ses tétons dépasser de cette résine. De nouveau, hein, on a l'impression de rien, mais il utilise des artisans exceptionnels pour réaliser l'ensemble de ses œuvres. Vous avez également, alors là, c'est le kitsch à son paroxysme, le buste bourgeois. Justement, l'idée de Koons, c'est de refaire un petit peu les bustes, je sais pas, moi, je sais même pas à quelle période de l'associer. Bon, en tout cas, un buste ancien en marbre, donc bon, voilà, un matériau extrêmement précieux, où il se représente lui avec sa femme, qui est, je vais vous dire son prénom exactement. Alors, je sais que son surnom
d'actrice porno, puisque Jeff Koons a été marié avec cette actrice porno avec qui il a fait toute une série d'œuvres de photographie pornographique. Comment s'appelle-t-elle? Donc c'est la Ticholina, son nom d'actrice pornographique. Elle s'appelle Ilona Staller, donc il se représente avec elle. Voilà, il y a un jeu aussi avec Jeff Koons. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de l'histoire de l'art, on pourrait passer devant cette œuvre et ne pas y faire attention et la considérer comme un buste, comme on peut en voir un peu partout au musée du Louvre ou dans différentes galeries. Un autre artiste du mauvais goût, de nouveau, hein, je dis mauvais goût à bon escient. C'est dans leur pratique, ils sont volontairement de mauvais goût et volontairement excessifs, volontairement ils utilisent des images parfois choquantes, en tout cas laides. Donc c'est tout à fait volontaire, également chez Cindy Sherman. Donc c'est pas une critique de ma part. Donc chez Murakami aussi, bien sûr, on va retrouver ce kitsch, ce mauvais goût. Murakami, c'est vrai qu'il est assez remis en cause. Il fait partie des artistes stars comme Jeff Koons qui ne sont pas tout à fait appréciés disons par les gens qui n'aiment pas trop l'art contemporain. Mais en fait, c'est un artiste très important et très prolixe. Et ce qu'on voit de lui à sa galerie, à la galerie Perrotin, ou avec ses collaborations avec la marque Louis Vuitton, n'est pas toute son œuvre. Il a notamment une pratique de l'encre très intéressante qui revient aux gestes un peu ancestraux de la pratique japonaise. Donc bon, voilà, c'est juste pour redorer un peu son blason. Ici, vous avez donc lui avec cette espèce de petite fleur souriante qu'on a vu un peu partout à Versailles. C'est notamment cette série qu'il exposait quand il y a exposé. Et puis, c'est surtout ces motifs qu'on retrouve sur les bagages Vuitton. Il a réalisé ces œuvres-là qui font aussi partie de la collection Pinault. D'ailleurs, c'est intéressant, tous les artistes dont j'ai parlé, dont Cindy Sherman, sont particulièrement collectionnés par Pinault. Donc on voit bien qu'il est intéressé par cette pratique postmoderne et ces artistes un petit peu du kitsch et du mauvais goût. Vous voyez ici ces deux œuvres, donc je pense qu'elles se passent d'explication. Pareil, elles sont réalisées dans de très beaux matériaux, c'est la fibre de verre. Je voulais vous parler de Maurizio Cattelan, également un artiste de Pinault, qui est un artiste qui est habitué au scandale. Il a réalisé un certain nombre d'œuvres. Peut-être en avez-vous entendu parler, parce qu'en 2019, il a fait scandale avec une banane scotchée sur le stand d'Emmanuel Perrotin à la foire Art Basel Miami, qui avait fait grand scandale et qui avait fait venir beaucoup de monde sur le stand. Banane qui, en plus de ça, avait été mangée par un autre artiste. Bon, bref, toute une histoire autour de cette banane. Maurizio Cattelan, c'est un sculpteur. Il a réalisé énormément d'œuvres qui sont tour à tour émouvantes, choquantes, kitsch. Il a réalisé notamment cette œuvre, la Nona Ora, la 9e heure, où il représente Jean-Paul II écrasé par une météorite. Alors, j'avais entendu il y a très longtemps une interview d'un prêtre qui défendait corps et âme cette sculpture parce qu'il considérait qu'elle symbolisait très bien la dureté et la fonction du pape et le poids qui résidait sur ses épaules dans cette mission de conserver un peu le christianisme dans justement ce monde sans méta-récit pour un peu boucler la boucle avec ce qu'on disait au début. Donc, bon, voilà, Maurizio Cattelan avec ici ceci. Bon, j'aurais pu vous montrer beaucoup d'œuvres de lui. Je voulais vous montrer aussi America, qui a été réalisé en 2016. Donc, ils sont de véritables toilettes en or massive. C'est du véritable or, mais ce sont aussi de véritables toilettes, puisque on peut faire ses besoins dans les toilettes de Maurizio Cattelan. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup de visiteurs du Guggenheim quand ils sont passés par l'exposition, puisque vous aviez du papier toilette. Enfin bon, bref, tout était là. Par ailleurs, une petite anecdote amusante. Je ne sais pas si vous le saviez, mais il est de coutume que le président américain, fraîchement élu, puisse demander au Guggenheim une œuvre d'art de ses collections pour l'installer dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Donald Trump a donc demandé une œuvre à la directrice du Guggenheim et avec beaucoup de prétention, il a demandé la nuit étoilée de Van Gogh. La directrice du Guggenheim a refusé en prétextant que les questions de conservation n'étaient pas idéales et elle lui a proposé les toilettes de Maurizio Cattelan. C'est vrai que c'était une fine idée. Donald Trump, je ne sais pas pourquoi, a décliné l'offre. Donc, je crois qu'il n'a pas d'œuvre dans le bureau ovale. Voilà pour nos artistes postmodernes. Donc, vous le voyez, c'est vrai que l'œuvre de Cindy Sherman, elle est très souvent rattachée à beaucoup de courants. On va le voir, c'est pour ça qu'on pourrait faire une dizaine de conférences
sur Cindy Sherman parce que son œuvre est tellement prolixe et tellement diverse qu'elle s'associe à énormément de choses et énormément de courants intellectuels, stylistiques de la deuxième moitié du XXe siècle. On a parlé de féminisme la semaine dernière. Le postmodernisme, c'est évidemment un discours que l'on peut utiliser en l'illustrant avec les œuvres de Cindy Sherman. D'abord parce qu'elle est photographe et c'est un petit peu le médium de prédilection de nos artistes, parce qu'elle remet en cause l'originalité en utilisant des images que vous connaissez tous, qui font partie de notre imaginaire collectif, et puis parce qu'évidemment, elle utilise la culture populaire et des images qui nous sont très courantes, qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une connaissance, disons, tout à fait globale de l'histoire de l'art. Donc voilà, j'espère que cette traversée dans le postmodernisme vous a plu. C'était bien différent de la semaine dernière et ce sera très différent des prochaines conférences. La semaine prochaine, on va beaucoup parler de performance parce qu'on va parler du corps de l'artiste. Parler des pratiques artistiques qui tournent autour du corps, où l'artiste a mis en jeu son corps, parfois de manière crue et violente, on le verra ensemble, pour tourner autour de Cindy Sherman, qui est évidemment le modèle de ces photographies. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez même allumer vos caméras, allumer ou alors écrire comme vous le souhaitez. Vous êtes pantois. Merci, merci à vous. Je vois tous vos petits messages. Bon, je peux attendre hein, si vous réfléchissez à une question. De rien, merci. Je lis les messages en même temps. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué le postmodernisme et que, parce que je vous avoue que j'ai étudié le postmodernisme dans mes études en première année d'école du Louvre, donc je commençais à peine l'art contemporain, l'histoire de l'art, et je n'avais rien compris jusqu'à ce que je travaille aujourd'hui sur le postmodernisme. Donc, c'est pas un concept qui est facile à comprendre, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais je trouve qu'il se comprend bien à travers l'architecture. C'est un élément qui nous aide un peu à comprendre. Quand on compare Le Corbusier à Frank Gehry, on comprend assez vite cette évolution, je trouve. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. De nouveau, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop long. Je vais mettre fin à la conférence. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve donc la semaine prochaine à 20h30 et voilà, sur le thème du corps de l'artiste. Cindy Sherman, évidemment, et le corps de l'artiste. Voilà. Bonne soirée, au revoir.